Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais très rapidement revenir sur l'introduction et la première partie de cette nouvelle séquence. Et dans un second temps, je vous présenterai un petit peu les nouvelles parties du cours et les nouvelles activités. Pour rappel, le nouveau chapitre que l'on a entamé, le chapitre 3 du thème 3, qui s'appelle Métropole et colonies. En effet, dans le chapitre précédent, on avait un petit peu pu voir quelles étaient les grandes évolutions finalement de la société française durant la Troisième République. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que, en fait, au-delà des transformations de la société, la Troisième République va également être marquée par une grande période d'expansion coloniale. C'est vraiment à ce moment-là que de nouvelles colonies vont apparaître et surtout que la France va atteindre un petit peu son apogée en termes de puissance coloniale, parce que finalement la France va se positionner en deuxième en ce qui concerne les empires coloniaux, derrière l'Angleterre. Donc la France est finalement le deuxième plus grand empire colonial au monde. Donc c'est ça qui est intéressant à travailler dans ce chapitre-là. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que même si la France finalement connaît des difficultés durant la période, elle va vraiment en profiter pour finalement se développer d'un point de vue colonial. Ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà un intérêt financier parce que la France traverse une période un petit peu compliquée, on avait pu le voir avec la Grande Dépression, mais ça va également permettre à la France d'asseoir un petit peu sa puissance à l'échelle mondiale. Voilà un petit peu donc pour cette introduction. On a également pu définir deux termes, à savoir le terme de colonie, donc qui renvoie à un territoire soumis directement à la domination d'une puissance étrangère, et le terme de métropole, qui renvoie donc au terme employé dans un empire colonial pour désigner l'État colonisateur par rapport à ses colonies. À partir de là, nous avions pu nous poser la question suivante, donc comment la Troisième République met-elle en place le deuxième empire colonial au monde? Et pour répondre à cette question, on avait commencé par travailler un grand 1 intitulé La construction de l'empire colonial. Alors dans ce grand 1, on avait pu voir trois sous-parties, en commençant par la question des motivations. Donc pourquoi est-ce que finalement les gouvernements de la Troisième République tiennent tant que ça à développer cet empire colonial? Et bien justement, en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Le premier point, c'est comme je l'ai rapidement dit en introduction, le fait de relancer l'économie du pays. En effet, la France connaît une période relativement difficile avec la Grande Dépression, finalement une phase où les industries vont stagner et où la France ne va pas vraiment se développer économiquement. Or, les colonies, elles vont avoir deux grands points d'intérêt. Le premier, c'est que elles vont regorger de matières premières qui sont très importantes pour l'industrie. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre à la France finalement de récupérer ces matières premières pour finalement très peu de coûts. Donc ça, c'est intéressant. L'autre point, c'est que ça représente un autre marché finalement vers lequel exporter les produits fabriqués en France. Parce que justement, en arrivant là-bas, les Français vont pouvoir un petit peu développer les économies d'un point de vue purement européen en fait, et vont pouvoir exporter énormément de produits qui viennent de la France. Donc ça, c'est un petit peu pour la question économique. Maintenant, l'autre point, c'est pour remettre la France sur le devant de la scène internationale, parce qu'on l'avait déjà rapidement évoqué, la France a pas mal souffert finalement de la défaite de 1871, parce que la France est plus forcément considérée comme la très grande puissance qu'elle était auparavant. Le fait de devenir le deuxième empire colonial mondial, ça va vraiment permettre de montrer la puissance de la France et montrer que la France finalement n'est pas totalement défaite et n'est pas complètement anéantie par la défaite de 1871. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Un autre point qui est important à souligner, c'est finalement le racisme de la Troisième République. Pourquoi on parle de racisme? Parce qu'il y a vraiment une idée ici de race supérieure et de race inférieure. C'est les termes qui sont utilisés. En fait, les gouvernements de la Troisième République vont vraiment voir les Européens comme étant la race supérieure qui doit civiliser les races inférieures, donc finalement les populations indigènes d'Afrique. Et ça se voit donc très bien avec les expositions coloniales et notamment les zoos coloniaux, qui sont finalement des endroits où on va présenter comme un petit peu comme dans des zoos finalement, des populations indigènes, donc derrière des barreaux, comme on pourrait finalement voir dans des zoos avec des animaux aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un point qui est très intéressant, intéressant et très important à comprendre finalement. Et enfin, le tout dernier point qu'on avait pu voir dans ce petit app sur les motivations, c'est la question de l'unification de la France. Parce que la France va connaître une période finalement assez compliquée avec un petit peu une résurgence des mouvements bonapartistes et monarchistes.
Or, le fait d'unifier la France derrière cette volonté de coloniser d'autres territoires, ça va permettre d'unifier la population française derrière un but commun. Le second point qu'on avait pu travailler, c'est la question du développement des colonies. Et ce qu'on avait pu voir, c'est que finalement, la notion de colonisation, c'est pas quelque chose qui est nouveau lors de la Troisième République, parce qu'on a déjà eu des phases de colonisation avant ça. Le premier espace colonial, il débute vraiment après au XVIe siècle avec la colonisation du Canada, mais également des Antilles. Donc on voit que finalement, c'est pas quelque chose de nouveau, même si ça n'avait pas forcément l'ampleur que ça va prendre sous la Troisième République. Donc on va avoir une petite phase où cet esprit colonial va un petit peu se calmer, puis on va vraiment arriver là dans le vif du sujet avec cette grande période d'expansion de l'empire colonial sous la Troisième République à partir de 1875. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1875? Eh bien, il y a des explorateurs qui vont un petit peu commencer à signer des traités avec des populations indigènes en Afrique. Parmi eux, on avait pu citer Brazza, qu'on avait un petit peu étudié, qui va un peu remonter finalement le bassin du Congo et signer des traités avec différentes tribus indigènes. Ça va un petit peu relancer la question de la colonisation parce que en signant ces traités, la France va finalement exercer de l'influence sur ces territoires et va pouvoir un petit peu se servir d'un point de vue des ressources, des matières premières, etc. Donc voilà un petit peu ce qui concerne l'histoire de la colonisation. Ce qui va se passer également, c'est que on va avoir un déplacement finalement des colonies françaises. Les colonies françaises, avant cette grande phase d'expansion de l'empire colonial, se situaient finalement sur les côtes et pas vraiment dans l'intérieur des terres, c'était surtout des comptoirs. Là, on va voir que les colonies vont vraiment se développer à l'intérieur des terres du fait de ces fameuses expéditions-là, et ce qui fait que ça va très très grandement élargir finalement cet empire colonial. Ce qui fait que finalement vers la fin de la période, donc en 1911, l'empire colonial français atteint 10 millions de kilomètres carrés pour 54 millions d'habitants, ce qui est colossal. Enfin, le dernier point qu'on avait pu travailler ici, c'est la question finalement des débats qui sont causés par la colonisation. En effet, si certains représentants de la Troisième République sont très favorables à ce concept de colonisation, comme Jules Ferry, d'autres vont être très opposés à cela, notamment Georges Clemenceau. Alors quels sont les grands arguments qui sont cités de chaque côté? Pour Jules Ferry, justement, on va vraiment avoir cette opposition entre race inférieure et race supérieure. Ce qui est remis en question finalement par Georges Clemenceau, qui va un petit peu comparer ça avec la défaite de 1871, en disant que finalement, ça se trouve, cette défaite de 1871, c'était également dû à cette notion de race inférieure, race supérieure, ce qui n'est pas du tout accepté finalement par la frange de la Troisième République, qui est favorable à la colonisation, ce qui va un petit peu mettre en avant ce côté paradoxal qu'a la Troisième République. Justement, pour rebondir sur le côté paradoxal de cela, ce qui est assez intéressant à étudier, c'est que la Troisième République va vraiment avoir une volonté de faire régner les grandes libertés fondamentales et un petit peu d'élargir les grandes valeurs de la République à tous les citoyens français en métropole. Pourquoi qu'en métropole? Parce que on va pouvoir le voir, et surtout, vous le savez certainement déjà, les populations colonisées n'ont pas du tout les mêmes droits que les populations qui vivent en métropole, que les Français de métropole. Et ça qui est assez intéressant à voir ici, c'est qu'on va vraiment avoir finalement deux types de Français qui ne se valent pas du tout. Voilà un petit peu en ce qui concerne la reprise de la première séance de ce nouveau chapitre d'histoire. Aujourd'hui, on va continuer le grand 1 en mettant un petit dé. Je sais que c'est pas forcément très académique, mais pour le coup ici ça s'y prêtait plutôt bien. Donc un petit dé où on va travailler un petit peu la question de la naissance de tensions avec les autres nations. Parce que oui, effectivement, la France va vraiment développer un empire colonial, mais ça va pas être la seule puissance européenne qui va vouloir devenir une grande puissance coloniale finalement. Déjà, on a l'Angleterre qui est devant la France en termes du coup d'espace colonial. On va avoir d'autres puissances, par exemple, on va avoir l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, qui vont également vraiment vouloir développer leur empire colonial. Ça va mener à pas mal de tensions, et ces tensions, finalement, elles vont un petit peu se résorber avec la conférence de Berlin. Alors la conférence de Berlin, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence qui a eu lieu entre différents pays européens pour un petit peu essayer de mettre des règles finalement vis-à-vis de cette colonisation, pour éviter que les différents pays européens se déclarent la guerre à tout va vis-à-vis de ces espaces à coloniser.
Donc ce que je vais vous proposer pour cette petite partie, donc pour ce petit dé, ça va être une carte mentale à remplir en écoute active. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais un petit peu vous expliquer le contexte finalement de cette conférence de Berlin et en quoi elle a consisté. Et vous allez devoir remplir ce document que donc vous pouvez trouver sur Pronote. Alors, cette conférence de Berlin, elle va trouver finalement ses origines dans l'apparition de tensions entre différentes puissances européennes. Parmi celles-ci, on va avoir la question de la Tunisie. La Tunisie, ça va être un territoire qui va être colonisé par la France, que la Tunisie est un protectorat, mais c'est également un territoire qui est convoité par l'Italie. Ce qui fait qu'on va commencer à avoir des tensions finalement entre ces deux grandes puissances, tensions qui commencent un petit peu à escalader et ce qui pourra éventuellement mener à une guerre. Donc ça, c'est un des premiers points qui va marquer finalement l'apparition de ces tensions. L'autre point, et ça c'est presque un des points les plus importants finalement, ça va être la question du bassin du Congo. Donc le bassin du Congo, il est colonisé par la Belgique, c'est le Congo belge. Mais il va être convoité par d'autres puissances, notamment la France, qui, comme on l'avait vu avec Brazza, finalement envoie des expéditions là-bas pour un petit peu réussir à coloniser ces espaces-là. Mais en plus de ça, on va avoir le Portugal, qui va revendiquer ces territoires, parce que le Portugal avait signé des traités avec certaines des tribus indigènes présentes sur place. Donc ça va contribuer à faire un petit peu augmenter les tensions. Au-delà de ça, le Portugal, pour vraiment freiner la progression de la Belgique et de la France, va signer un accord avec l'Angleterre pour finalement bloquer la voie à ces deux autres empires coloniaux pour que le Portugal puisse vraiment s'accaparer ce territoire-là. C'est à la suite de ça que va se mettre en place cette conférence de Berlin parce que ce genre de conflit commence à être très régulier et ça ne peut plus durer. À la base, cette conférence de Berlin, c'est une idée du Portugal qui veut justement arrêter un petit peu tous ces conflits-là et faire en sorte que les différentes puissances européennes s'accordent vis-à-vis de leur politique coloniale. Mais c'est Otto von Bismarck, dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, qui est chancelier allemand, qui va vraiment mettre ce plan finalement à exécution et mettre en place cette conférence de Berlin. Donc il va effectivement la mettre en place. Cette conférence de Berlin, elle va s'étaler du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Et c'est vraiment donc à ce moment-là qu'on va avoir des règles qui vont être posées pour la colonisation. Alors, on va avoir énormément de pays qui vont participer à cette conférence de Berlin. Donc parmi ceux-ci, on va pouvoir citer forcément l'Allemagne, puisque on a Otto von Bismarck, mais également le Portugal, parce qu'on a vu à la base, c'était ce pays-là qui devait l'organiser, cette conférence-là. Mais on va également trouver finalement toutes les autres puissances coloniales européennes, et même toutes les autres puissances européennes en général, voire hors de l'Union européenne, hors de l'Europe, pardon. On va avoir ainsi l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Empire ottoman, les Pays-Bas, la Russie, le Royaume-Uni et la Suède-Norvège. Et là, vous allez voir qu'il manque finalement un pays, à savoir les États-Unis, puisque les États-Unis vont également participer à cette conférence de Berlin. Et quelles vont donc être les grandes conséquences de cette conférence de Berlin ? Finalement, on va avoir différentes grandes idées qui vont en sortir. La première, ça va être l'interdiction de l'esclavage, c'est-à-dire les pays européens, les puissances européennes ne pourront pas réduire en esclavage les populations indigènes. Donc ça, c'est finalement la première des choses importantes à retenir de cette conférence de Berlin. Maintenant, vis-à-vis vraiment des affrontements entre les grandes puissances européennes, ce qui va être décidé, c'est qu'il est désormais interdit pour une puissance d'empiéter sur la sphère d'influence d'une autre. Donc qu'est-ce qu'on appelle la sphère d'influence ? C'est tous les espaces qui finalement vont relever de la puissance d'une autre puissance européenne. L'autre point, ça va être l'obligation de déclarer les traités avec la population indigène, parce que ça avait posé des problèmes, on avait vu avec le Portugal juste avant. Désormais également, pour revenir à la question du Congo, qui était un petit peu vraiment un gros point de tension, ce qui va se passer, c'est qu'il est désormais, désormais possible finalement de librement se déplacer dans le bassin du Congo, donc de naviguer notamment sur le fleuve, mais également de commercer dans ce bassin-là. Ce qui fait qu'il n'y aura plus autant de conflits qu'il pouvait y avoir avant, parce que aucun des pays ne pourra avoir le monopole de cet espace-là. Enfin, le dernier point, c'est qu'on va avoir énormément de traités qui vont être mis en place entre les différentes nations pour régler tous les problèmes qui étaient déjà existants.
Voilà donc pour cette conférence de Berlin et un petit peu tout ce qu'elle a impliqué. Toutefois, et ça c'est un point qui est intéressant, c'est que malgré la mise en place de cette conférence de Berlin et de tous ces traités qui ont été signés, on va quand même avoir des conflits importants qui vont exister entre les différents pays. Et parmi ceux-ci, un des affrontements qui va être les plus importants, un des conflits qui va être les plus importants, ça va être la crise de Fashoda. La crise de Fashoda, c'est une crise diplomatique qui a opposé la France à l'Angleterre. Et ce que je vais vous proposer pour travailler ça, ça va être un DM, parce qu'il s'agit d'un PPO. Donc ce DM, il se présente sous la forme suivante. Donc finalement, c'est un fichier avec différents documents dessus. Il y en a 6. Et ce que je vais vous demander en fait ici, ça va être de vous mettre dans la peau d'un officier colonial français qui a vécu cette crise de Fashoda. Donc en fait, vous êtes un officier colonial français qui a participé à l'opération Marchand. Donc ça, vous pourrez voir ce que c'est dans les documents, vous en faites pas. Et en fait, vous allez écrire vos mémoires, donc un petit peu, vous allez écrire votre vie finalement. Vous allez, des mémoires, ça va être un texte qui raconte votre vie finalement. Et dans ces mémoires, vous allez raconter justement cet épisode de la crise de Fashoda. Et ce que je vais vous demander ici, ça va être de mettre en avant différents points. Le premier point que je vais vous demander de mettre en avant, ça va être la question du contexte et du déroulement de la crise. Donc, qu'est-ce que c'est la crise de Fashoda et qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième point que je vais vous demander, ça va être de travailler la question des affrontements entre les deux puissances dans la presse. Parce que la presse a joué un rôle très important dans la crise diplomatique qui est la crise de Fashoda. Je vais également vous demander de me développer un petit peu la question de la légitimité de la présence française à Fashoda. Alors pourquoi est-ce que je parle de légitimité? Parce que vous écrivez des mémoires, donc vous n'êtes pas objectif en soi, vous êtes un officier colonial français, donc pour vous la présence française à Fashoda, elle est tout à fait légitime, la France devait être à cet endroit-là. Parce que ça c'est un point qui est très important, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est que vous écrivez des mémoires. Donc vous écrivez pas un article, c'est pas quelque chose qui est censé être objectif, au contraire. Vous êtes tout à fait subjectif, et vous êtes pour la France, en tant qu'officier colonial français, vous soutenez la position française à Fashoda et la position française finalement vis-à-vis de toute cette situation-là. Donc les autres points que je vais vous demander un petit peu d'expliquer, c'est aussi les raisons qui vont expliquer le retrait de la France, parce que vous pourrez le voir dans le document, la France va se retirer de Fashoda, va faire marche arrière face à l'Angleterre. Et du coup, vis-à-vis de tout ça, il y a une grande humiliation qui est ressentie de la part des Français. Donc ce que je vais vous demander ici, c'est justement de m'expliquer pourquoi est-ce que les Français ressentent cette humiliation-là. Mais je vais vous demander de nuancer, parce que même si effectivement les Français se sentent humiliés, il y a certainement des bonnes raisons si la France s'est retirée. Donc c'est pour ça que je vais vous demander un petit peu de nuancer. Donc ce DM-là, vous pourrez un petit peu lire davantage la consigne, vous pourrez tout trouver sur Pronote forcément, et elle sera donc à m'envoyer par Discord avant le 20 mai. N'hésitez pas à me poser des questions vis-à-vis du DM par Discord, j'y répondrai bien évidemment. Une fois ceci expliqué, je vais pouvoir vous présenter le grand 2, qui porte sur l'organisation de l'Empire colonial français. Pourquoi est-ce qu'on va travailler cette question de l'organisation? Parce que finalement, l'organisation de l'Empire colonial français, c'est pas forcément quelque chose de simple. L'Empire colonial, c'est pas un seul bloc et qui fonctionne de la même façon absolument partout. Non, l'Empire colonial français est composé de différents justement territoires coloniaux qui vont pas forcément suivre les mêmes moyens de fonctionnement. Tout va pas fonctionner de la même façon, avec la même politique, etc. Donc c'est ça qu'on va travailler dans cette partie-là. Donc pour travailler ça, ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps de reprendre la trace écrite qui se trouve sur Pronote, mais ensuite de faire une activité que vous pouvez trouver également sur Pronote et qui porte le même nom que cette partie-là. Donc ce qu'on va voir ici, c'est déjà un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne cet empire colonial français et quelles sont un petit peu les différentes spécificités des territoires. Et ensuite ce qu'on va voir, c'est que finalement la France elle a eu un impact considérable sur tous les territoires colonisés. Déjà d'un point de vue des aménagements, parce que tous les territoires colonisés par la France ont été aménagés suivant un petit peu finalement le modèle français. Et ça va être particulièrement intéressant parce que ça se retrouve très fortement dans la ville de Saïgon. Saïgon, c'est une ville d'Indochine qui est donc une ville coloniale, puisqu'elle va abriter le palais du gouverneur donc d'Indochine. Et c'est une ville qui va vraiment
fortement ressembler finalement à une ville française, c'est une ville coloniale. Et donc une fois que vous aurez travaillé l'activité du Grand 2, je vous inviterai à faire ce PPO donc en répondant aux questions pages 238 et 239 du manuel. Les activités étant présentées, je vais vous souhaiter à tous un bon travail et je vous dis à dans 2 semaines parce qu'on ne se verra pas la semaine prochaine en raison du pont. Donc bon travail à tous.